Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur imoweek.fr pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir Christophe Canu. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté pour nous parler de Segat dont vous êtes le directeur général. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici dans cette émission, dont nous en sommes ravis. Segat qui accompagne depuis plus de 60 ans les acteurs des territoires. Comment est-ce que vous définissez, Christophe, l'ADN du groupe et sa mission principale ? Alors l'ADN du groupe, 62 ans d'existence, donc effectivement, nous ne sommes pas vraiment une start-up de l'immobilier, mais on fait tout pour rester jeune et dynamique. L'ADN, elle est partagée par l'ensemble de nos collaborateurs, 145 aujourd'hui, et c'est vraiment l'intérêt général, l'intérêt commun et le fait de réunir les intérêts publics et privés, c'est-à-dire les enjeux territoriaux, la transformation des actifs, la réalisation d'un certain nombre de plans stratégiques, mais c'est vraiment de pouvoir réunir, de trouver l'accord gagnant-gagnant pour la sphère publique, la sphère privée, on y reviendra, l'état des finances publiques. Les enjeux, que ce soit la décarbonation, etc., ont des coûts pharaoniques. Oui. Les enjeux sont incontestables en termes d'objectifs. En revanche, comment on y arrive, quel chemin emprunter et comment se financer sur l'ensemble de ces travaux, de ces transformations qui vont coûter très cher. Dans la période que l'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas la mission la plus facile finalement. Non, mais c'est quand on y arrive une satisfaction importante et heureusement, on y arrive souvent. Pas à 100%, il n'y en a pas de baguette magique, mais en tout cas, savoir parler et trouver les intérêts des uns et des autres, c'est dans notre ADN. Quelle est l'actualité marquante de Segat en cette rentrée 2025 ? Alors, l'actualité, elle est évidemment riche, puisqu'on y reviendra, mais on a 4 métiers complémentaires, donc avec des actualités aussi complémentaires. Mais on va dire, je prendrai un exemple qui se passe en région sur Marseille, puisque nous avons lancé fin juillet une grande consultation pour un client qui nous fait confiance depuis longtemps, qui sont les hôpitaux de Marseille, la PHM. Et donc, on lance une consultation sur les hôpitaux de Sainte-Marguerite, sur un cadre très, très privilégié au sein de la ville de Marseille, avec la création de plus de 100 000 m² minimum autour de la recherche santé résidentielle pour le personnel soignant et les chercheurs, et évidemment la recherche d'investisseurs sur un démembrement à minimum de 80 ans, ce qui permettra évidemment à la PHM de rester propriétaire in fine, et surtout d'avoir des redevances, des recettes qui permettront l'adaptation, la rénovation du patrimoine public, et donc mener ce type d'opération jusqu'à son terme, et ça sera conclu l'année prochaine, sera une grande satisfaction pour nous. Mais on a déjà réussi à lancer, ce qui était déjà une gageure au vu des enjeux et de l'alignement des intérêts du propriétaire public, la PHM, des collectivités et évidemment de ce que la sphère privée, investisseurs, sont capables, la manière en tout cas dont ils vont être capables de répondre à cette consultation. Voilà, un projet qui s'avère très intéressant et très utile en même temps. Alors vous l'avez dit, vos expertises sont organisées chez Segat en 4 pôles complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela fonctionne en synergie pour répondre aux besoins des territoires ? Alors ça fonctionne en synergie et d'une manière indépendante en fonction des besoins de nos clients publics et privés. Mais vous l'avez rappelé, 62 ans d'existence, il y a évidemment une ADN en termes de métier. Et le premier métier de Segat, c'est l'ingénierie foncière. C'est-à-dire que dans les années 60, pour réaliser des villes nouvelles, une francilienne, les RER, il fallait effectivement avoir et développer une compétence capable de maîtriser du foncier dans des quantités industrielles importantes, donc dans des délais et des budgets contraints. Aujourd'hui, sur ce métier, évidemment, nous travaillons d'arrache-pied sur la maîtrise totale du foncier nécessaire au Grand Paris Express. On est présent sur l'ensemble des projets de tramway pour le compte d'IDFM. Et puis, c'est des projets en région sur des lignes TGV dont on espère que l'État, la SNCF, les territoires pourront trouver l'ensemble des financements nécessaires à l'arrivée du TGV à Toulouse, Bordeaux-Toulouse, dans lequel nous sommes en étude préalable pour le compte de la SNCF Réseau, également Montpellier-Perpignan et Marseille-Nice. Donc des projets structurants pour les territoires et qui sont des leviers à la fois de décarbonation pour limiter l'empreinte carbone des déplacements, mais aussi évidemment des leviers de développement permettant par exemple Toulouse, qu'il deviendra à la fin de l'année la 3e métropole française, d'accueillir toujours ses habitants et pas seulement d'être dépendant à 100% quasiment de l'avion aujourd'hui. Moi qui suis originaire de la ville de Perpignan, Montpellier-Perpignan c'est l'Arlésienne, vous nous confirmez que ça arrive en fait ? Je vous confirme que nous y travaillons d'arrache-pied, mais je vous confirme aussi que financer ce type de projet reste compliqué.
Bien sûr. 4 métiers, on l'a dit. Donc vous en Voilà, avez- donc ouais. l'ingénierie foncière, avec évidemment ce que je viens d'évoquer, et puis des études de stratégie foncière, puisqu'on est à l'heure de la sobriété, de la mise en place du ZAN. Donc pour des aménageurs, des établissements publics fonciers, des collectivités, quelque échelle que ce soit, beaucoup de stratégie foncière. Deuxième métier, c'est le conseil en immobilier. On l'a créé il y a plus de 10 ans, orienté beaucoup à l'origine pour l'État donc, et la direction immobilière de l'État, et aujourd'hui avec un champ d'intervention pour également des acteurs privés, avec 4 sous-offres assez classiques, de l'expertise immobilière, de l'AMO valorisation pour accompagner nos clients à céder un certain nombre d'actifs, de la stratégie immobilière, voilà, adapter mon parc immobilier au télétravail, à la performance énergétique évidemment des bâtiments, à mon organisation territoriale quand je suis une collectivité, à mon offre de soins quand je suis un centre hospitalier, etc. etc. Et enfin du conseil utilisateur, renégocier des baux, des audits et rechercher les meilleurs emplacements pour nos clients publics et privés. Donc voilà, une activité immobilière assez forte, avec des enjeux effectivement entre les acteurs publics et privés qui peuvent se rejoindre, mais sur lesquels effectivement nous œuvrons d'arrache-pied. Vous l'avez dit, on l'a compris en vous écoutant. Donc Segat a comme ADN effectivement sa présence sur les territoires, donc essentiel. Sur lesquels aujourd'hui êtes-vous le plus actif? Quelle zone voyez-vous comme stratégique pour les prochaines années? Alors, juste avant de répondre à votre question, je finis sur nos 4 métiers, puisque foncier, immobilier. J'en ai oublié un. Le Oui. troisième métier, c'est la programmation urbaine, alors Oui. que nous pouvons voir complémentaire à l'immobilier et également au foncier. Programmation urbaine pour des aménageurs, pour les études de programme sur un certain nombre de friches que nous valorisons. Et c'est effectivement réfléchir aux usages de demain. Et donc, beaucoup d'études. Je prendrai un exemple qui illustre parfaitement, c'est l'émission que nous réalisons pour l'agglomération de Sète. J'ai compris que vous étiez originaire de ce coin, en tout cas Perpignan-Sète. Et donc, il ne vous a pas échappé, et le CEREMA l'a confirmé évidemment, sur les études de la montée des eaux et du retrait de lignes de côte. C'est évidemment des études que nous programmons. Alors, on les réalise pour le compte de l'agglo avec d'autres partenaires, qui peuvent être la SET, des urbanistes, etc. Mais comment imaginer, et c'est évidemment valable sur l'ensemble du littoral métropolitain et ultramarin, c'est la ville de demain, puisque au-delà des acquisitions foncières sur ce littoral à terme, qu'il faudra d'une manière ou d'une autre diligenter, c'est repenser la ville un peu plus loin et différemment, puisque c'est l'occasion effectivement de repenser, là aussi avec des sources de financement qu'il faudra trouver et qu'on ne trouvera pas que dans la poche des contribuables et de la sphère publique, comme vous pouvez vous en douter. Et le dernier métier qu'on a créé en offre complémentaire il y a 5 ans maintenant, c'est l'amélioration de l'habitat. Donc on a aussi des missions pour des collectivités, pour les aider à rénover les centres anciens, les centres-villes, les redressements de grandes copropriétés. Et c'est aussi notre contribution à l'amélioration, à toute échelle du territoire, des conditions de vie tout simplement et de développement de ces territoires. Quels sont vos liens justement directs avec les collectivités, avec les territoires? Les liens directs, c'est à la fois une stratégie pour nous que nous avons déployée il y a 4 ans, qui est d'être présent dans les territoires. C'est bien d'avoir un siège à Paris, c'est ce qu'il y a quand même de beaucoup de nos confrères et collègues. En revanche, nous avons fait le choix vraiment de développer des antennes dans les grandes métropoles avec des équipes dédiées. Et évidemment, il peut y avoir des renforts et des mutualisations avec leurs collègues parisiens, mais ces antennes, et l'antenne historique de Segat qui existe depuis plus de 15 ans, elle est à Bordeaux, sur la Nouvelle-Aquitaine, mais nous avons ouvert quasiment dans chacune des grandes métropoles une antenne avec des équipes dédiées, et j'y tiens particulièrement, une antenne en Outre-mer, où nous sommes présents en Martinique, et nous travaillons Guyane, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, évidemment sur l'ensemble de ces enjeux immobiliers, fonciers, programmation urbaine et habitat. La politique qui est la vôtre, c'est occuper le terrain pour pouvoir mieux comprendre effectivement la politique locale. La politique, c'est ouais, que ça. les dynamiques à Lille ou à Toulouse ou à Bordeaux ou à Marseille ne sont pas totalement les mêmes. Évidemment qu'il y a des sujets d'organisation, des sujets qui peuvent évidemment se rejoindre. En rejoignant les dynamiques, voilà, il y a des différences. Ces différences, on les traite avec des collaborateurs souvent issus de ces régions qui y sont très attachés et qui permettent en tout cas d'avoir des services, puisque c'est aussi l'ADN de Segat. On est une société de conseil privée, indépendante, mais on est là pour être dans le concret, dans l'opérationnel. Quand on a une collectivité, un maire comme client, son enjeu, c'est pas de savoir seulement comment sera son territoire en 2050, mais c'est aussi sur une échelle de 6 ans, la durée des mandats, et c'est plus que d'actualité avec les futures échéances, Oui. ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, et la projection du futur mandat quand on est dans le cadre d'un renouvellement, enfin d'une nouvelle candidature. Avec les échéances qui arrivent justement, les choses sont plus compliquées aujourd'hui? Les choses, on a énormément de dossiers, je présentais rapidement ce qu'on fait pour la PHM à Marseille, mais qui est lancé. Mais l'enjeu, c'est aussi une accélération, puisque voilà, les élections, s'il n'y a pas de changement de calendrier, c'est mars-avril. Donc on a encore quelques mois, mais très peu devant nous pour accélérer ce qui doit l'être. Et il faut imaginer l'après. Et l'après, c'est dès avril. Et il y a plein d'enjeux.
plein de... Voilà, si on prenait l'exemple de Toulouse que vous connaissez bien également, Oui. le fait que cette métropole soit à date la plus attractive en termes de... Voilà, beaucoup de gens ont envie d'habiter à Elle Toulouse. devient la 3e ville de France. Évidemment, et donc ça c'est des enjeux très très importants. Or c'est une ville comme Montpellier qui a eu l'habitude d'avoir un étalement urbain très important parce que le cadre, je caricature, mais le cadre d'Airbus, il a voulu sa maison à l'extérieur de la ville, voilà, et ce qui génère des coûts importants. Mais aujourd'hui, à l'heure de la stratégie ZAN sobriété, ce n'est plus possible. Donc comment refaire la ville sur la ville, comment transformer ses actifs de bureaux en usages multiples, etc., etc. On travaille beaucoup, si je prends l'exemple toulousain toujours, sur l'extension et la création de cette 3e ligne de métro. Et ben on travaille avec des urbanistes sur ces leviers et ces mètres carrés à imaginer autour de ces futures gares qui vont permettre de transformer des zones commerciales, des zones d'activité avec des usages mixtes à intégrer. Merci pour tous ces exemples, c'est très intéressant effectivement. Comment, puisqu'on enregistre cette séquence, cette émission au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, comment la RSE s'intègre-t-elle dans vos activités et vos missions au service des collectivités et des acteurs de l'immobilier? Alors, on a beaucoup parlé d'ADN depuis le début de cet échange, mais c'est aussi dans l'ADN de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous conseillons des collectivités, des territoires ou l'État ou des établissements publics, la RSE, au-delà de nos propres objectifs en tant qu'entreprise, sur évidemment la baisse de notre empreinte carbone, sur la mesure de cette empreinte carbone et du plan d'action concret qu'on a mis en place et qui se développe sur les prochaines années pour réduire à maximum cette empreinte, y compris sur la réhabilitation de notre propre siège social. On a achevé en début d'année et qui nous a permis de faire des économies, évidemment, isolation, etc. et qualité de vie au travail pour nos salariés. C'est aussi de s'auto-conseiller sur son propre parc immobilier, mais c'est évidemment des enjeux très importants et c'est des enjeux sur les politiques de mobilité, de transformation. Je sors d'une table ronde sur la santé, donc comment faire en sorte post-Covid, c'est vraiment des enjeux importants. Je prends l'exemple, si je reviens sur les Bouches-du-Rhône, mais quand vous êtes habitant à l'étang de Berre, vous avez 5 ans d'espérance de vie en moins si vous habitez à Marseille. Bon, pourquoi ? Parce que vous avez une industrie polluante, historique. Donc comment maintenir l'emploi, maintenir la réindustrialisation, c'est quand même un enjeu important, et permettre une qualité de vie, de travail, de déplacement. Donc c'est l'ensemble de ces conseils à toutes les échelles, puisque ce que je n'ai pas évoqué, mais on a parlé beaucoup des grandes métropoles, mais nous travaillons à des échelles de collectivités de 2 ou 3 000 habitants. Donc c'est vraiment du conseil sur mesure à toutes les échelles. Vous avez anticipé, j'allais vous poser la question, vous n'êtes pas que sur les grandes métropoles et vous nous le confirmez. Alors fort de tout ça, quelles sont vos ambitions, Christophe, pour Segat à l'avenir? On va se positionner en 2030 par exemple. Alors, on est dans une situation politique et économique relativement anxiogène. Chez Segat, on reste positif. On a l'habitude de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc on reste prudent, mais ce que j'ai évoqué sur la décarbonation des actifs tertiaires de ces transformations, on est fiers, nous, d'avoir quand même porté et réussi jusqu'au bout la transformation de bureaux en résidence étudiante. On en a fait 2 chez le maire de Corbeil-Essonnes, où il n'y a jamais eu de résidence étudiante. Des bureaux vides, on a réussi de A à Z à monter ces opérations. Et il y a un vrai besoin aujourd'hui. Évidemment, et donc elles sont, quand on passe et quand on assiste à l'inauguration et quand on repasse devant, qu'on voit les étudiants occuper ces mètres carrés totalement rénovés, il y a de quoi être fier. Évidemment, c'est pas personnel, c'est l'ensemble de nos équipes d'ingénierie, mais négocier l'acquisition de ces bâtiments auprès de propriétaires pour lui faire comprendre que la valeur attendue ne sera pas au rendez-vous, puisque le marché, la localisation, et puis trouver les opérateurs, le gestionnaire, mettre d'accord la collectivité, etc. et jusqu'à l'inauguration, c'est une fierté. Pour terminer cet entretien, et à titre peut-être plus personnel, Christophe Canu, quel projet ou quelle réalisation récente illustre le mieux pour vous votre vision de l'avenir des territoires, de la ville de demain que vous évoquiez? Alors, on a parlé très rapidement du Grand Paris. Donc on est, nous, l'opérateur foncier de la Société du Grand Paris, maintenant un grand projet depuis sa création en 2010. C'est une confiance renouvelée dont on se félicite évidemment. Donc c'est nous qui avons la charge de la maîtrise des 200 km de foncier permettant l'ouverture des lignes les unes après les autres. Mais on a travaillé également pour le compte de la SGP sur la programmation urbaine, la programmation immobilière de ce que ces futures gares vont permettre pour régénérer, développer, désenclaver un certain nombre de quartiers. Et l'une des réalisations puisqu'elle a été jusqu'au bout là, sur cette année, c'est que nous avons réalisé, en partenariat avec d'autres évidemment entités, mais la programmation des commerces dans ces futures gares. Et quand on dit ça, c'est quoi le commerce dans des gares en 2030, 2040, 2050 ?
Donc réversibilité, adaptabilité, travail sur le design, sur le volume, ne pas partir sur des volumes stratosphériques. Et puis, in fine, d'avoir lancé la consultation et d'avoir travaillé avec la SGP qui a désigné l'opérateur commerce qui, depuis le mois de mars-avril, travaille et au fur et à mesure sur l'ouverture de ces lignes. Donc ça, c'est effectivement, quand on voit l'importance de cette ouverture de ligne 14 au nord, au sud et l'ensemble de ce qui va se passer dans les années qui viennent, et de se dire ça sera quoi le commerce dans ces futures gares, on pourra dire que Segat y aura apporté sa pierre à l'édifice. Et je pense et j'espère qu'elle sera positive, évidemment. On pensera à Segat quand on ira dans les commerces des gares du Grand Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Cagnu, merci pour votre analyse et votre expertise. C'était très intéressant et passionnant. Et merci de cette première visite au micro Imo Week. À refaire avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu, bien évidemment. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous bien sûr sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de imoweek.fr.